Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons clôturer avec cette magnifique conférence, j'en suis persuadé, le Festival Philosophia 2010. On vous donne déjà rendez-vous pour 2011. En tous les cas, c'est un grand honneur d'accueillir Georges Semprin à Saint-Émilion. Et c'est un grand plaisir d'avoir comme partenaire d'interview de Georges Semprin Martin Legros, qui est rédacteur en chef adjoint de magazine Philosophie Magazine, qui est un fidèle partenaire du festival depuis son début. Donc je ne vais pas laisser la parole à Martin Legros et vous souhaiter à tous une très belle conférence et vous donner rendez-vous après cette conférence à l'année prochaine. Bonne soirée à tous. Merci Eric Le Collen. Bienvenue à tous, merci d'être là en si grand nombre pour accueillir, il est vrai, celui que Georges Semprin, qu'on peut présenter sans doute comme l'une des grandes figures des lettres européennes, de l'esprit européen. Je dirais que quand on lit Georges Semprin, la première chose qui étonne et qui sidère, c'est au-delà du témoin, du grand passeur de ce siècle, la capacité qu'il a, comme aucun, je crois, de faire dialoguer les poètes, les philosophes et l'existence. Je ne connais pas de professeur de philosophie capable de faire parler Schelling, un texte très difficile de Schelling, sur la liberté humaine, sur l'essence de la liberté humaine, en faisant référence à Paul Celan, le poète, ou à son expérience des camps. Eh bien, Georges Semprin est cet écrivain-penseur, je dirais, qui est capable de nous faire toucher aux questions de l'essence de l'humain en faisant circuler son existence ô combien à la fois aventureuse et tragique, avec son perpétuel goût des poètes et des philosophes. Je dirais, Georges Semprin, que vous êtes une sorte de Goethe transporté dans l'âge de fer des totalitarismes, et que vous avez maintenu face à cette expérience, à cette traversée du siècle et des totalitarismes, l'esprit des Lumières. Étonnamment, vous avez peut-être vaincu les ténèbres en maintenant cette exigence des Lumières. Encore tout récemment, pour ce livre dont vous allez nous parler un mot, Une tombe au creux des nuages, issu d'une formule de Celan, justement, face à la crise contemporaine de l'idée européenne, eh bien, vous êtes cet esprit des Lumières qui réveille à la fois les poètes et les philosophes pour penser le présent. Je vais dire deux mots de votre itinéraire, on ne vous présente plus, mais tout de même, c'est un parcours du siècle qui mérite d'être rappelé en quelques mots. Après quoi, je me livrerai à une série de questions sur à la fois votre itinéraire et ce livre important que vous venez de publier, donc Une tombe au creux des nuages, essai sur l'Europe d'hier et d'aujourd'hui, publié chez Flammarion aux éditions Climat. Vous êtes né, Georges Semprin, à Madrid, dans une grande famille républicaine espagnole. Vous avez dû émigrer pendant la guerre d'Espagne, vous êtes retrouvé en Suisse, et puis aux Pays-Bas, où votre père était représentant en quelque sorte de la République, la jeune République espagnole. Après quoi, vous avez atterri en France, vous avez fait vos études au lycée Henri IV, féru de philosophie, vous avez d'ailleurs eu un prix, très jeune, au concours général, prix de philosophie. Vous avez commencé des études à la Sorbonne, et puis le siècle vous a requis en quelque sorte, puisque vous êtes rentré en résistance dans le maquis de Bourgogne, dirigé par Henri Frager, je crois. Vous racontez tout cela dans l'écriture ou la vie, vous racontez l'aventure de la résistance, vous racontez aussi le courage qu'il a fallu à des tout jeunes hommes pour s'embarquer dans cette aventure. Vous êtes arrêté en 1943 en Bourgogne, torturé, déporté au camp de Buchenwald, où vous allez rencontrer, c'est ça qui est incroyable, on a du mal à y penser, mais vous allez côtoyer de nombreuses figures intellectuelles, de nombreuses figures du communisme européen qui se sont retrouvées là en quelque sorte enferrées dans l'étau du nazisme, auprès notamment de cette figure de Maurice Olpfax, qui mourra quasiment dans vos bras, et auquel vous réciterez
quelques poèmes pour l'accompagner dans la mort. Au retour le camp de Buchenwald est libéré le 11 avril 1945. À votre retour en France, est-ce que c'était votre rapatrié, si on peut dire, puisque ce n'était pas votre patrie, mais en même temps vous étiez apatride en quelque sorte, puisqu'il n'était pas question de rentrer en Espagne, dans l'Espagne franquiste. Vous êtes retrouvé en France et vous avez dit, voilà, c'est le titre de ce livre époustouflant, l'écriture ou la vie. À un moment donné, vous aviez traversé le néant, vous aviez traversé la mort. Il vous semblait urgent, vous qui vous destiniez à une carrière d'écrivain d'ailleurs, il vous semblait urgent d'écrire cette expérience et pourtant non. Vous n'avez pas pu, vous avez dû oublier, vous avez dû en quelque sorte mettre cette expérience de côté, sinon elle allait vous emporter dans le néant justement. Et vous êtes engagé dans l'aventure du communisme, puisque vous êtes devenu en quelque sorte, là encore une fois de manière très singulière, un communiste européen, mais un communiste espagnol, c'est-à-dire à cette époque-là, non pas un militant zélé d'un parti ou d'un État totalitaire, mais plutôt, en quelque sorte, la figure de l'ombre par rapport à un État fascisant, l'État espagnol franquiste. Et donc aussi une expérience, vous nous en direz un mot, une expérience très particulière du communisme. Et donc vous avez vécu en quelque sorte pendant une vingtaine d'années dans une sorte de clandestinité, passant de la France à l'Espagne, à l'Europe de l'Est, et circulant pour organiser en quelque sorte la résistance au franquisme. Une décision, la décision d'abandonner en quelque sorte la traversée, l'histoire et votre passé, la traversée de la guerre, au profit de l'aventure, qui est une décision qui vous a en quelque sorte rendu à la vie, comme vous dites. Après quoi, ça a été, vous êtes devenu progressivement, vous avez recouvré en quelque sorte votre capacité à raconter, à redevenir un écrivain. Ce sont tous les textes, Le Grand Voyage en 1963, L'évanouissement en 67, L'écriture ou la vie finalement en 94, mais aussi, on l'oublie souvent, vous êtes un grand scénariste puisque vous avez écrit des très grands, avec les meilleurs, avec Joseph Losey, avec Costa Gavras, Z, L'Aveu. C'est vous qui avez écrit ces scénarios, ces grands scénarios de grands films sur le communisme notamment, mais aussi avec Alain René. On vous doit une série de nombreux essais au creux des nuages, où vous rassemblez en quelque sorte votre réflexion philosophique sur le thème donc, qui va être au cœur de notre réflexion aujourd'hui, le mal, l'imagination et la pensée. Je voudrais peut-être commencer, Georges Semprin, en lisant un texte que vous citez de manière récurrente dans votre dernier livre, un texte de Husserl, de manière assez étonnante, un texte que Husserl a écrit dans les années troubles, les années 30, alors qu'il sent monter, lui, le philosophe, le grand professeur de philosophie de l'université allemande, qui était éloigné de la chose politique, il sent monter le nazisme, et il écrit ce texte, La crise de la conscience européenne, et il semble, à vous lire, vous citez à plusieurs reprises ce texte, comme si aujourd'hui, nous étions de nouveau face à une crise de l'existence européenne. Je lis cet extrait qui revient à plusieurs reprises dans votre livre, et puis peut-être que vous pourrez nous dire en quoi cette crise de l'existence européenne est la nôtre aujourd'hui. La crise de l'existence européenne ne peut avoir que deux issues. Ou bien le déclin de l'Europe devenue étrangère à son propre sens rationnel de la vie, la chute dans la haine spirituelle et la barbarie, ou bien la renaissance de l'Europe à partir de l'esprit de la philosophie, grâce à un héroïsme de la raison qui surmonte définitivement le naturalisme. Le plus grand danger pour l'Europe est la lassitude. Alors, Georges Semprin, j'ai envie de vous dire, pourquoi Husserl, pourquoi revenir à ce texte des années 30, et sommes-nous face à une crise de l'existence européenne qui exigerait un rebond de la raison et de l'héroïsme de la raison? Bonsoir à tous. Oui, en effet, cette conférence de Husserl, Edmund Husserl, a été prononcée, j'insiste, je le souligne, à Vienne en 1935. Les paroles que vous venez d'entendre, qui ont l'air tellement actuelles, sont écrites et prononcées en 1935. C'est vrai que cette conférence revient un peu
dans ce dernier livre, qui est un recueil de textes dits et prononcés en Allemagne et en allemand au long de 20 ans, de 86 à 2005, cette conférence revient un peu comme un leitmotiv, un peu comme une scène primitive chez un psychanalyste, pour des raisons qui sont à la fois personnelles et philosophiques. Je vais essayer de résumer le plus brièvement, le plus précisément possible. Pour des raisons personnelles, parce que j'ai fait des études de philosophie à Henri IV, à Paris. J'ai continué en Hippocagne et Cagne à Henri IV. Et puis, la résistance m'a entraîné dans la lutte armée, etc. Donc, j'ai abandonné les études. Mais je voulais devenir philosophe. C'était mon aspiration, disons, professionnelle. Et j'ai arrêté les études de philosophie d'abord pour la raison que je viens de dire, de la résistance, et ensuite parce qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais à l'époque, pour être philosophe, c'est-à-dire agrégé de philosophie et enseignant, il fallait être français. Je n'étais pas français, j'étais réfugié politique espagnol. Je suis toujours espagnol, mais pas réfugié politique. Et donc, j'ai abandonné les études de philosophie. Mais Husserl était un philosophe qui m'avait beaucoup intéressé dès la classe de philosophie. Un peu à contre-courant, ce n'était pas ce qu'on enseignait à l'époque dans l'enseignement secondaire français, mais j'avais eu le bonheur et la chance de trouver à la bibliothèque Sainte-Geneviève un long texte d'Emmanuel Levinas d'introduction à la philosophie de Husserl et Heidegger, qui m'a passionné, qui m'a fait comprendre qu'il y avait autre chose que la philosophie post-idéaliste et post-Victor Cousinienne qu'on enseignait dans les lycées français. Et j'ai découvert donc cet univers à travers le Sartre de la première époque, sur l'intentionnalité, l'univers de la philosophie phénoménologique qui m'a beaucoup intéressé. Et donc je m'intéressais à ce philosophe. Et des années plus tard, déporté à Buchenwald, le dimanche après-midi, qui était le seul moment où on avait de loisirs, après l'appel de midi, il y avait le midi qui pouvait se prolonger jusqu'à 2 heures ou 3 heures, on avait quelques heures pour de loisirs, il n'y avait pas de travail, alors la plupart, l'immense majorité de déportés profitaient de ce loisir pour aller dormir, essayer de rattraper le sommeil perdu et le sommeil en retard, et d'autres se réunissaient pour des raisons à la fois familiales, de voisinage, ou raisons politiques ou religieuses, pour parler de Dieu ou pour parler du Parti communiste, ça dépendait des groupes. Et moi j'allais souvent dans un bloc d'invalides où était interné mon professeur de sociologie de la Sorbonne, qui s'appelait Maurice Halbwachs, et qui est mort là-bas, et qui a été, en plus de professeur de sociologie à la Sorbonne, a été l'auteur de plusieurs livres sur la mémoire collective, qui sont des livres importants, qui sont toujours réédités, qui existent. Et autour de lui, il y avait, comme ça, un groupe d'intellectuels qui se réunissaient tous les dimanches après-midi. Et parmi eux, il y avait un certain Lebrun, ou Lenoir, enfin un nom de couleur anodine, qui était en vérité un juif autrichien, viennois, qui s'appelait Félix Kreisler, et qui m'a raconté, quand on s'est un peu connu, qu'il s'appelait Lebrun parce que c'était son nom, le défaut papier de la résistance, qui avait tenu le coup devant la Gestapo, mais qu'en fait c'était un Félix Kreisler. Et c'est lui, intellectuel viennois, qui m'a parlé de cette conférence de Husserl en 1935. Je m'intéressais à Husserl. On me raconte une conférence à laquelle il avait assisté, Kreisler, et dont il avait un grand souvenir. Évidemment, je l'ai lu vraiment beaucoup plus tard, mais à l'époque, ça m'avait frappé. Et donc, vous voyez, il y a des conditions pour lesquelles cette conférence m'a frappé avant même de l'avoir lue. Après, quand je l'ai lu, j'ai découvert que c'était un moment fondamental de la pensée européenne qui s'exprimait là. Parce que Husserl, qui était juif, avait été exclu de l'université allemande quelques mois auparavant, cette conférence, parce qu'en 1933, Hitler a pris le pouvoir en Allemagne. Et son disciple, Martin Heidegger,
a enlevé la dédicace à son vénéré maître et ami Edmund Husserl, qu'il avait écrite à la première page de Sein und Zeit, L'être et le temps, le grand livre philosophique de Heidegger. Il n'était pas convenable en 1934, quand le livre a été réédité après la première édition en 1927, il n'était pas convenable de dédier un livre à un professeur juif exclu de l'université. Bon, tous ces éléments ont fait que je prêtais beaucoup d'attention à la voix de Husserl et que j'ai trouvé là, pour la première fois, une définition de l'Europe qui me paraît toujours valable. L'Europe considérée non pas comme... bien sûr, l'Europe est située dans le subcontinent eurasiatique, etc., il n'y a pas de doute. Mais l'Europe, dit Husserl, n'est pas une question de frontières. C'est plutôt une figure spirituelle qui s'établit sur un socle de valeurs communes. Et ce socle est la raison critique qui nous vient de Grèce, bien sûr. On peut discuter si Husserl n'est pas trop réducteur et s'il n'y a pas d'autre origine à l'Europe que la raison critique grecque. La voie romaine de l'Europe, Rémi Brague a fait un livre extraordinaire là-dessus. La chrétienté est quand même la première incarnation collective de l'Europe pendant des siècles. Donc on peut corriger. Mais l'idée de cette figure spirituelle de l'Europe m'a beaucoup frappé, et surtout que c'est la première fois que cette voix de juifs déjà proscrits de l'université, cette voix allemande, parle de la supranationalité. Il dit « L'Europe peut être l'occasion de créer une supranationalité où les pays européens échangeraient entre eux des choses qui ne sont pas seulement par la voie du commerce ou par la voie des armes et de la guerre. » Et cette idée de supranationalité est à l'origine de l'Europe moderne, Donc cette conférence est importante pour moi, personnellement, parce que c'est le grand philosophe auquel... Vous savez, quand on a reçu le choc à 18 ans de l'œuvre de Marx, on comprend assez vite, si on fait de la philosophie, que le marxisme est une extraordinaire méthode d'analyse de la réalité, mais ce n'est pas un système philosophique. Et en général, on a essayé de compléter le marxisme par des systèmes philosophiques kantiens ou d'autres systèmes. Moi, j'avais conçu l'utopie de jeunes étudiants de philosophie qu'il fallait compléter le marxisme par une étude serrée des rapports possibles entre phénoménologie de Husserl et marxisme. Enfin, c'est un vieux rêve que je n'ai pas pu réaliser, et c'est pour ça que c'est les raisons à la fois biographiques, personnelles et à la fois théoriques qui font que cette conférence revient en effet comme un leitmotiv autour de 1935, rendez-vous compte l'époque. Hitler est au pouvoir depuis 2 ans. Staline a éliminé tous les adversaires qui s'opposaient à lui sur la voie du pouvoir absolu. Le dernier, Kirov, qui est le seul dirigeant stalinien qui aurait pu faire une opposition stalinienne à Staline, a été assassiné dans des conditions troubles, certainement manipulées par Staline. L'Europe va à toute vitesse vers l'apogée du totalitarisme, des 2 totalitarismes. Et cette voix d'homme seul, cette voix allemande, cette voix juive, raconte que le grand problème de l'Europe, c'est la lassitude, que si elle ne veut pas sombrer dans les délires de la barbarie, il va rentrer en Allemagne, il ne veut pas dire les délires du nazisme, il faut un minimum de prudence, et là. Et il définit la barbarie et il définit la voie de l'Europe à travers la supranationalité. Et pour finir avec cette question-là, pour voir à quel point elle est fructueuse, elle a travaillé pas seulement dans ma mémoire, mais dans la réalité du siècle dernier, assiste à la conférence de Vienne un jeune philosophe tchèque qui s'appelait Jan Patočka, qui est aussi un phénoménologue. Il rentre à Prague et organise à la fin de l'année 1935 pour Husserl la même conférence à Prague. Patočka est un philosophe qui n'a pas pu enseigner à l'université, jamais. Toute sa philosophie a été élaborée et éditée clandestinement, ou alors plus tard, après le printemps de Prague, ou alors dans des cours privés, des séminaires privés, parce qu'il a été d'abord interdit en 1948 à l'université
par les autorités communistes tchèques après avoir été interdit par les hitlériens pendant l'occupation allemande. Et Patočka est devenu le porte-parole de la charte 77 dont le chef a été Václav Havel, nous le savons tous, qui est devenu président de la République tchèque. Et il est mort des suites d'un interrogatoire trop poussé de la police communiste tchèque. Et le jour de son enterrement, la police tchèque a fermé tous les magasins, tous les fleuristes de Prague pour ne puisse pas apporter des fleurs sur la tombe de Patočka. Je trouve que c'est une belle métaphore de l'Europe, de Husserl à Patočka, de 1935 à 1977, et c'est pour ça que je le cite souvent dans mon... Dans cet extrait de Husserl, Husserl parle vous avez bien fait de contextualiser, il dit, en effet, dans ce contexte-là, face au déversement de la haine et de la... être rationnel devient héroïque, en quelque sorte. Et donc il invoque un héroïsme de la raison contre le déferlement de la barbarie. Ce que je me disais, c'était que si ce texte vous marque tant et vous importe tant, c'est peut-être aussi que quand on voit votre parcours, ce qui est tout de même incroyable, c'est que vous aussi, en quelque sorte, vous êtes un héros de la raison contre la barbarie. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire par là. Vous racontez, à 19 ans, vous entrez dans la résistance, vous partez avec armes et bagages, qu'est-ce que vous prenez avec vous ? Un texte de Kant, la religion dans les limites de la simple raison, et un texte de Schelling sur les recherches philosophiques sur l'essence de la liberté humaine. Je vous avoue que moi, si j'avais à partir aujourd'hui dans le maquis avec des armes, etc., je ne suis pas sûr que je prendrais mon Kant avec moi. Vous prenez Kant avec vous, mais déporté, torturé, déporté, dans le camp où vous côtoyez Albax, vous ne cessez, dites-vous, de justement réfléchir à ce qui est en train de vous arriver. Et vous ne cessez de... Il y avait cet extrait dans Schelling, justement, ce texte de Schelling sur le bien et le mal dans l'humanité. Le texte s'appelle « Recherche philosophique sur l'essence de la liberté humaine ». Et Schelling réfléchit sur, justement, l'origine du mal dans la continuité de Kant. Et vous citez souvent, pour Schelling, dit « Le fondement obscur de la liberté est nécessaire, il y a une obscurité nécessaire. Sans cette obscurité préalable, la créature n'aurait aucune réalité. La ténèbre lui revient nécessairement en partage. » Et donc j'ai envie de dire que ce qui est étonnant, c'est que emporté comme ça dans des événements aussi forts, aussi déraisonnables, est-ce que c'est un parti pris de se dire, ben oui, nous continuons à résister à ces événements-là, c'est les pensées en quelque sorte. Et on a le sentiment que pour vous, par rapport à l'intitulé de cette conférence, quels sont les remparts que l'on peut avoir contre la barbarie ou la corruption de l'esprit, ou pour vous, la pensée a et n'a cessé de rester un rempart contre la barbarie. Est-ce qu'on peut dire ça et en ce sens-là, on pourrait dire qu'il y a un héroïsme de la raison à maintenir son exercice contre toutes les forces de la barbarie qui peuvent nous emporter. Vous savez, je n'ai pas du tout l'impression d'héroïsme là. Je crois qu'il faut se remettre dans l'époque, dans le contexte de l'époque. J'étais étudiant de philosophie. J'ai cessé mes études, mais ça n'a pas arrêté ma passion pour la philosophie, pour participer à la résistance armée. J'ai quitté, après une période parisienne, j'ai quitté Paris pour travailler dans Lyon, pour une organisation qui s'appelait Jean-Marie Action, qui était un réseau qui s'était chargé de recevoir les parachutages d'armes et de les distribuer parmi les groupes de résistance homologués, existants déjà à l'époque, pour essayer d'armer la résistance à ce moment-là, qui était l'époque, et même si ça n'avait aucun rapport organique avec notre réseau, l'époque même où Jean Moulin, l'envoyé du général de Gaulle, se battait pour unifier les mouvements de résistance et créer le Conseil national de la résistance qui a été
qui s'est réuni pour la première fois il y a 2 jours, enfin il y a 2 jours, il y a des années, mais le 27 mai, à Paris, rue du Four, le Conseil national de la résistance. Bon, et c'était tout à fait normal, c'est pas héroïque d'amener les livres qu'on est en train de lire dans le maquis. J'ai amené aussi L'Espoir de Malraux. Il y avait pas que Schelling et Kant, il y avait aussi des romans. L'Espoir de Malraux est un roman que je considère le plus grand roman du XXe siècle français et qui malheureusement n'a pas l'audience qu'il devrait avoir, qui s'appelle Le Sang Noir, qui est écrit par Louis Guillou. J'ai amené tout ça aussi. C'est mes lectures. Je les ai amenées avec moi. Et puis, Schelling. Pourquoi, en effet, amener, quand on est jeune marxiste et qu'on commence à être activiste du Parti communiste, pourquoi amener ce philosophe idéaliste? Mais tout simplement parce qu'à la première édition de traduction, Schelling, j'ai lu en allemand plus tard, la première édition d'une traduction de La liberté humaine de Schelling, publiée en France, la traduction était faite par Politzer, philosophe communiste qui était fusillé par les Allemands, et la préface par Lefebvre, philosophe marxiste qui a survécu à la résistance et qui a une œuvre considérable. Donc c'est ces 2 marxistes qui m'ont attiré vers Schelling. Je prononce à la française, vers Schelling. Mais pas. Bon, je trouve que tout ça n'est pas très héroïque, c'est relativement banal comme expérience de jeune étudiant qui amène avec lui dans le maquis les livres qu'il est en train de lire. Bon, il se trouve que c'était ces livres-là. J'ai eu la chance d'avoir un prof de philo, Henri IV, en classe de philo. Après la Sorbonne et l'Hippocrate, c'est différent. Il y avait de très bons professeurs, comme on le sait. Mais un professeur qui était tout à fait négligeable comme philosophe lui-même. C'était vraiment des opinions... Enfin, pour vous dire que les grands héros de l'université française à l'époque, c'était Louis Lavelle et Le Seine, c'était vraiment... Personne ne sait plus qui c'est. Bon. Mais lui, il avait un génie de la pédagogie. Tout en étant un philosophe que, quand il exprimait des idées personnelles philosophiques, moi, me paraissait relativement banale et peu forte et beaucoup moins intéressante que celle que je trouvais dans les livres de Sartre, les premiers livres de Sartre, ou dans les livres de cette philosophe allemande que je lisais. Il avait le génie de la pédagogie. Il donnait envie d'aimer la philosophie. Il donnait envie de lire, de connaître la philosophie. Ça c'est une chance énorme d'avoir un professeur comme ça. Donc, grâce à M. Bertrand, je me suis intéressé à la philosophie. Et donc, c'est pas de l'héroïsme, c'est presque de la routine. C'est presque une habitude. On a l'habitude de lire ça et on continue à le lire. Pourquoi on cesserait de lire ça quand on va participer à la résistance? Je vais reformuler autrement ma question. Il me semble que dans tous vos textes, c'est ce qui donne à votre réflexion philosophique une charge existentielle et une charge d'authenticité qui est rare. C'est que, il me semble que dans tous vos textes, vous avez mené cette expérience de la déportation a été une expérience morale pour vous fondamentale, et c'est en la comprenant, en allant le plus loin possible dans la compréhension, la possibilité de ce que vous appelez le mal radical, justement à la suite de Schelling, que, en quelque sorte, vous avez réussi vous-même à vous en sortir. En ouverture de votre chef-d'œuvre, L'écriture ou la vie, il y a cette phrase de Malraux que vous citez, je cherche la région cruciale de l'âme où le mal absolu s'oppose à la fraternité. Et à la fin de ce texte, à la fin de L'écriture ou la vie, vous racontez cet épisode incroyable. En 92, vous êtes revenu à Buchenwald et vous apprenez à cette occasion-là, par le gardien de ce lieu de mémoire, que la raison pour laquelle, en quelque sorte, vous avez été plus ou moins sauvé et que vous avez été épargné. Vous dites, voilà, quand je suis arrivé, on m'a demandé ce que j'étais, et j'ai dit, je suis étudiant, student. Et le détenu qui était censé enregistrer votre fonction résistait un petit peu à cette appellation, et vous avez insisté, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce détenu, qui était un communiste apparemment, n'a pas écrit student, mais écrit
stuccateur, c'est-à-dire un artisan du stuc, j'imagine. Et donc, ça voulait dire que vous aviez des compétences, qu'on pouvait vous utiliser, et ça vous a, semble-t-il, épargné d'être envoyé à Dora dans un camp d'extermination. Et vous dites, à la fin de l'écriture ou la vie, « Cette nuit lointaine de janvier, c'est le hasard qui m'a conduit devant ce communiste anonyme, au regard d'au-delà toute souffrance, toute mort, toute compassion. C'est peut-être le hasard aussi qui en avait fait un communiste. Ma chance aura été qu'il le fût pourtant, qu'il fût capable à ce moment d'être attentif à l'autre, moi-même. Attentif à je ne sais quoi dans mon visage, mes paroles, attentif à l'idée de l'homme qui en avait fait un militant autrefois dans la vie au dehors. Une idée qui brillait encore comme une petite flamme vacillante dans son esprit que rien n'avait pu étouffer, ni l'horreur, ni le mensonge, ni la mort. Une idée de la fraternité s'opposant encore au déploiement funeste du mal absolu. Stuccateur, donc, c'était le mot de passe qui m'avait rouvert les portes de la vie. Donc, il me semble que cette réflexion que vous avez menée, philosophique et morale, sur le mal absolu en l'homme, c'est ce qui, d'une manière ou d'une autre, vous a, indépendamment de l'aspect philosophique, mais vous-même sauvé, c'est-à-dire vous avez, avec les armes de la philosophie, essayé d'affronter le mal, et c'est peut-être ce qui vous a permis de vous en sortir. Si je vous réponds à cette question-là, nous sommes là encore dans 3 heures. Hein. Non, je vais essayer de résumer. Oui. L'événement dont vous parlez, l'événement de l'arrivée au camp, est décisif. Est décisif parce que il y a une dame américaine d'une université américaine qui a examiné cette scène de l'arrivée au camp où le communiste allemand, que j'ignore complètement, que je n'ai jamais revu, essaye de me faire comprendre qu'il ne faut pas que je me déclare comme student, comme étudiant. Il essaie de me faire comprendre qu'au camp, il ne faut pas être étudiant. Les étudiants, les profs de philo, les professeurs de droit, ils vont dans les pires commandos et ils meurent très vite. Il faut être ouvrier qualifié pour avoir une chance, pas une certitude, une chance d'être pris dans le système productif des camps, c'est-à-dire des usines qui travaillent, qui utilisent la main-d'œuvre déportée, et pour pouvoir survivre. Je n'ai pas du tout compris ça. Et cette dame énumère les différentes fois où je parle de la scène et remarque les variations. Il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Si je reviens sur la scène, elle pourrait encore être différente. La première fois que je raconte cette scène, je ne sais pas ce qu'il a écrit, cet homme. Je crois qu'il a écrit « student » et qu'il m'a renvoyé avec un geste comme il l'a eu vraiment en disant « Bon, ce pauvre crétin ne comprendra rien à rien » et il s'en va. Donc j'arrive tout nu, après la désinfection, la douche, le rasage, etc., cette scène que beaucoup de témoignages vous ont fait connaître, ou en tout cas ils sont là, ils sont disponibles, devant une table, longue table, où derrière un comptoir, une espèce de comptoir, où des déportés, c'était pas des SS, c'était des déportés, on ne savait pas très bien qui c'était, vous lancez des pièces de vêtements au jugé, d'après la taille, d'après la carrure. Et au bout de ce comptoir, on était habillés, et ridiculement habillés, mais habillés. Et pour finir, on vous donnait des espèces de sabots, comment dire ça, même pas des sabots, des espèces de sandales en semelle de bois, etc., etc. Et après, il y avait d'autres déportés qui inscrivaient le nom, la date de naissance et la profession. Et je lui réponds en allemand à celui qui m'interroge. Il est content et il me dit profession, je dis student, étudiant. Il me regarde et me dit non, ici c'est pas une profession. Et je fais un jeu de mots arrogant, d'hypocagneux d'Henri IV. Je lui dis pas une profession, une vocation. Avec en allemand, c'est un jeu de mots parce qu'il c'est kein Beruf, eine Berufung. Pas un métier, une vocation. Il me regarde, content de voir que je parle allemand, mais en tout cas, disant celui-là, vraiment, il m'explique non. Ici, il faut être, il énumère des professions honorables, ajusteur, fraiseur, mécanicien, hein, même coiffeur, mais pas étudiant. Je ne comprends pas ce qu'il veut me dire. Et j'ai dit non, mais je suis étudiant, et même étudiant de philosophie.
Il fait un geste, il me renvoie. Alors c'est ça que j'ai écrit la première fois. 47 ans plus tard, je vais pour la première fois à Buchenwald. Je n'avais jamais voulu y aller parce que j'avais entre-temps reçu des nouvelles. Je savais que le camp avait été, plus ou moins, je le suis en détail plus tard, mais je savais déjà que le camp avait été fermé comme camp nazi en juin 1945. Étaient partis les derniers déportés politiques résistants, c'était des partisans yougoslaves. Et en septembre 1945, 2 mois plus tard, le camp a été rouvert comme camp spécial de la police soviétique de la zone d'occupation russe en Allemagne. Et il était comme ça pendant 5 ans, de 1945 à 1950, camp soviétique de la police stalinienne en Allemagne. Et en 1950, quand la République démocratique allemande a été créée sur le territoire de la zone d'occupation, le camp a été dissous, les prisonniers renvoyés chez eux, et c'est devenu un lieu de mémoire, avec une institution qui a été poursuivie et élargie par la République allemande après l'unification des 2 Allemagnes, mais enfin qui a déjà été fondée au départ par la République démocratique allemande. Et je visitais le camp pour la première fois donc en 92. J'étais en train d'écrire un livre qui s'appelait L'écriture de la vie, et je n'arrivais pas à le finir. Et je me suis dit, tiens, peut-être que... Et j'ai profité de l'invitation d'une télévision allemande pour aller là. J'ai amené mes 2 petits-fils avec moi parce qu'ils ont 20 ans, l'âge que j'avais, et ils vont poser des questions insolentes. Le rapport avec les petits-fils est beaucoup plus simple qu'avec les fils ou les filles. Une génération s'est passée et on a un rapport plus libre, je crois. Enfin, en tout cas, ça m'est arrivé à moi. Et c'est vrai que le regard comme ça, à la fois précis et insolent, était très utile pour moi. Et je raconte cette scène, là, j'arrive, là, un tonneau, etc. Et le type dit student, il me renvoie déjà. Et le fonctionnaire du lieu de mémoire, du camp, qui avait déjà été là pendant la période communiste, pendant la période de la République démocratique allemande, quand je dis, il a dû écrire « student », il m'a renvoyé, il m'a dit non. Il n'a pas écrit student. Tout le monde le regarde. L'équipe de télévision, mes petits-fils, moi, on le regarde. Il sort l'affiche, il dit « Je savais que vous veniez aujourd'hui, j'ai lu vos livres, j'avais déjà publié Le Grand Voyage, Quel beau dimanche, etc. Pas encore L'écriture de la vie, parce que c'est pour ça que j'allais, pour essayer de le finir. Et j'ai été chercher dans les archives. Vous savez que nous sommes très ordonnés, nous, en Allemagne. Les archives sont là. J'ai l'affiche qui a été écrite par cet homme fin 1943 quand vous êtes arrivé. Et il me montre, et nous sommes tous sidérés parce qu'il n'a pas écrit student. Porté par la même association, moi j'avais dit le jeu de mots Berufung, au lieu de student, il a écrit stuccateur. Le stuccateur est un métier absurde qu'on ne pratique plus que dans le cinéma. Parce que c'est un métier d'art. Le stuccateur, ce sont les staffeurs qui font des ornements en plâtre. C'est un métier aujourd'hui presque que dans les studios de cinéma. C'est un mot italien, stuccator, qui vient des artisans italiens qui ont participé à la construction des châteaux de la Loire, et c'est resté comme ça, le mot stuccateur. Mais c'est un métier qualifié. Et cet homme, en écrivant stuccateur, m'a sauvé la vie. Parce que les convois vers les lieux mortifères, par exemple à Buchenwald, le camp de Dora, qui dépendait de Buchenwald, et qui était un camp souterrain, où dans la poussière des souterrains, on fabriquait les carcasses des fusées allemandes, les V1, V2, dont les gyroscopes de direction étaient construits aussi par la main-d'œuvre déportée, mais ailleurs, pas à Dora. On envoyait de la masse de main-d'œuvre de déportés qui étaient là, arrivés en quarantaine, on envoyait, la seule exception pour éviter l'envoi, là, c'était un métier qualifié. Alors les gens chargés de faire les listes de transport, les déportés de l'administration interne, qui soumettaient ça au SS, éliminaient automatiquement de toutes les listes de transport les Facharbeiter, les ouvriers qualifiés. Stuccateur, c'est un métier qualifié. Donc, si ça se trouve, c'est presque certain, le fait d'avoir vu sur la liste
mon nom, mon numéro de matricule et le métier m'a fait éviter ce... Je n'ai jamais revu cet homme. Jamais revu cet homme. Alors bien sûr que je racontais ça de façon différente quand j'ai su ce qu'il avait écrit, Stuttgarter. Mais ça, c'est une scène sur laquelle on pourrait écrire tout un livre. J'ai écrit plusieurs fois la scène, mais je pourrais écrire un livre entier parce que, en arrivant, quand j'ai dit étudiant de philosophie, je me rappelle dans ces flashs qu'on a et qui vous permettent en quelques secondes de refaire des années de vie. Je me rappelle toutes mes études, je me rappelle la lecture de Lévinas, je me rappelle Husserl, tout ça, devant cet homme qui me dit c'est pas un métier. C'est pas un métier. C'est une vocation. Voilà. L'histoire de... Et il y avait une autre question, parce qu'il y avait tellement de questions. Mais est-ce que cette vocation, justement, philosophique, d'étudiant de philosophie, c'est pas ce qui vous a permis, d'une manière ou d'une autre, de lutter avec la raison contre le mal, c'est-à-dire en penseur, en philosophe, vous avez pied à pied lutté contre la déshumanisation qui vous guettait les uns et les autres. Parce que vous dites à plusieurs reprises que ce que vous avez sans doute appris de cette expérience, c'est que dans la métaphysique classique, ou même dans le langage commun, on dit voilà, il y a l'humanité, c'est le bien, et puis l'inhumanité, c'est le mal. Et vous dites non, ce que cette expérience nous a légué métaphysiquement, c'est que le mal radical, cette formule que Kant et Schelling avaient inventée de manière un peu étrange, eh bien, c'est une possibilité proprement humaine. Ce n'est ni satanique, ce n'est pas des forces religieuses, c'est en l'homme. Pour répondre à ça, je vais faire un petit détour, si vous permettez. Tout petit détour, tout bref détour. Je suis d'une famille catholique, espagnole, et de la même façon que le fonctionnaire de Buchenwald a écrit « religion catholique », parce qu'étant espagnol, il est obligatoirement catholique, il n'a pas aucune possibilité, il ne m'a même pas demandé ce que j'étais, il a écrit comme ça. Ma fiche, c'est un tel, non, né à Madrid, religion catholique, profession, Stuttgarter. Bon. Et ça a joué un certain rôle dans ma vie parce que mon père était correspondant en Espagne, correspondant général de la revue parisienne qui existe encore, même si elle a beaucoup évolué, Esprit, la revue Esprit. Et le groupe Esprit, autour de la revue, était un groupe qui s'appelait, dénominé personnaliste, un groupe de chrétiens engagés, plutôt à gauche, surtout à gauche, et qui a joué un rôle important. On vient de publier un livre sur la politique d'Emmanuel Mounier, qui était un ami de mon père, etc. Ça joue un rôle, pourquoi? Parce que c'est ma première formation philosophico-politique, celle de ce groupe-là, parmi lesquels il y a un homme considérable qui s'appelle Jacques Maritain. Et Jacques Maritain, c'est de lui que j'avais appris cette théodicée qui me paraissait absurde dès mon jeune âge d'étudiant de philosophie, où la ligne du bien, c'est celle qui vient et va à Dieu, et la ligne du mal, c'est celle qui vient et va à l'homme. Et je trouve ça absurde, cette différenciation. Le bien, c'est Dieu, le mal, c'est l'homme, c'est trop facile, je dis. C'est trop facile. Maritain est un personnage considérable, parce qu'à part sa théodicée qui est ridicule, enfin, pour moi, c'est un homme d'une clairvoyance extraordinaire sur beaucoup d'autres plans. C'est un homme qui a écrit sur la guerre d'Espagne des choses, alors qu'il était catholique, qu'il était une figure du catholicisme officiel français. Il a pris parti contre la dénomination de croisade par les évêques espagnols de la subversion franquiste. Il a pris des positions très courageuses. Et il a écrit sur les camps des choses absolument remarquables. Et puis c'est le seul intellectuel français qui a écrit en 1937 un livre contre l'antisémitisme qui s'appelle Le mystère d'Israël et qui est un livre extraordinaire à lire encore aujourd'hui. Bon, Maritain est un personnage considérable. Alors, il écrit, c'est une chose que je répète de temps en temps quand je suis à l'aise avec mon auditoire parce que je trouve la phrase très belle. Il écrit en 1926 une lettre ouverte à Jean Cocteau. À l'époque où Cocteau,
c'était vrai ou c'était une feinte de son humeur, son humour habituel. Il avait faim d'être attiré par la foi chrétienne. Et Maritain lui écrit une longue lettre ouverte sur la foi qui commence par cette phrase « Je suis un homme que Dieu a retourné comme un gant ». C'est un converti. Maritain s'est converti au catholicisme quand il est déjà mûr, quand il est déjà actif. Et moi, je dirais que moi, j'étais abandonné par Dieu comme un vieux gant. J'avais 16 ans, c'était le début de l'exil, et comme on dit en espagnol, j'étais abandonné par la main de Dieu, dejado de la mano de Dios, complètement. Il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de... Là, je mets la rupture totale avec Dieu sur le dos de Dieu. C'est pas moi qui ai rompu, c'est lui qui a rompu avec moi, il m'a abandonné et je me suis débrouillé tout seul. C'est la première rupture. C'est la première rupture. À partir de là, c'est la conquête du marxisme. Et la deuxième rupture, c'est la rupture avec le marxisme. Donc, cette série de ruptures font que, évidemment, il y a cet intérêt pour la philosophie et ce fait que les choses s'interprètent toujours en fonction de certains... Le hasard a voulu, et ça j'en arrive à votre question, à la fin de la question, le hasard a voulu que le dernier livre qui venait d'être publié chez Vrin, grand éditeur de philosophie, et que j'ai pu amener avec moi dans le sac du maquis, c'était la traduction de ce livre de Kant qui s'appelle la religion dans les limites de la simple raison, et qui est un livre où il élabore la théorie du mal radical. Donc je suis passé de la théorie kantienne du mal radical à l'expérience du mal radical réel, tel qu'il était dans les camps. Donc c'est vrai qu'une certaine réflexion philosophique m'a aidé à prendre la mesure de ça. Mais pour résister au camp, il n'y a pas... Bien sûr, il vaut mieux être jeune et en bonne santé. D'accord. À partir de jeune et bonne santé, il vaut mieux savoir l'allemand, ne fût-ce que pour comprendre la langue des maîtres. Celan, ce poète dont je cite l'œuvre dans le dernier livre, Celan a dit « La mort est un maître d'Allemagne » dans un de très beaux poèmes qui s'appelle « Todesfuge », la fugue de mort. Savoir l'allemand, savoir la langue des maîtres, ça permet évidemment d'abord de se débrouiller dans l'univers où on vit et ensuite d'être utilisable dans un commando qui ne soit pas de terrassement ou de travail en usine, mais un commando bureaucratique. Comme j'étais le seul Espagnol qui savait l'allemand au camp de Buchenwald, j'ai eu cette deuxième chance. Mais, pour simplifier les choses, pour le dire très vite, je crois que la raison fondamentale, à part la jeunesse et la santé, et la chance épisodique qui peut venir de beaucoup de raisons, pour beaucoup de raisons, d'avoir un travail qui soit, entre guillemets, supportable, la vraie raison, c'est l'appartenance à une foi, qu'elle soit religieuse ou politique, la transcendance. D'abord, quand on sait pourquoi on est là, et ensuite, quand on sait à quoi on aspire, on tient mieux. Il n'y a pas de mystère. Les chrétiens et les communistes ont tenu mieux que les autres dans les camps. Je ne dis pas que ce sont les seuls qui ont tenu, loin de là, mais ce sont que le mieux tenu. Et c'est pour ça que cette phrase de Malraux, qui dans l'anti-mémoire revient sur un épisode qu'il raconte dans son roman inachevé, La lutte avec l'ange, un roman écrit pendant l'occupation et publié d'abord en Suisse. Il raconte une attaque au gaz sur le front russe. Et il parle des gaz et des gaz de combat au moment même où les nazis instaurent l'extermination par les gaz du peuple juif. C'est une coïncidence.
mais d'une coïncidence extraordinaire. Et c'est pour ça que cette phrase, je la retiens, parce que la région cruciale de l'âme, où le mal absolu, dans ce cas-là c'est le nazisme qu'il incarne, s'oppose à la fraternité. Et la fraternité, elle peut être chrétienne, elle peut être communiste, elle peut être beaucoup de choses, mais elle est fraternité avant tout. Une chose qui est très remarquable dans le discours que vous tenez sur la mémoire des camps de la Shoah, de cette expérience, c'est que, je dirais, par rapport à l'Allemagne en particulier, parce que tous les textes que vous publiez aujourd'hui dans Une tombe au creux des nuages sont des textes, en réalité, comme vous l'avez dit, qui ont été adressés dans des conférences en Allemagne. Or, je trouve que ce qui est très étonnant, c'est que vous ne vous adressez à la conscience allemande, au public allemand d'aujourd'hui, avec aucun sentiment d'agressivité ou de culpabilité. Je dirais à la différence de Yankelevitch qui a dit voilà, après ça moi je ne veux plus entendre même parler allemand, à la différence même de certains intellectuels comme George Steiner ou Emmanuel Levinas, pour qui en quelque sorte l'engagement des philosophes et des intellectuels allemands dans la barbarie nazie a distillé, enfin les a profondément déçus en quelque sorte sur l'idée qu'ils se faisaient de l'Allemagne philosophique. Vous continuez à justement être au-delà de la culpabilité, et en quelque sorte, vous dites à l'Allemagne a eu cette chance, entre guillemets, si on peut dire, de connaître les deux totalitarismes du siècle. Pas cette chance, mais je veux dire, ce qu'elle doit en faire, la chance qu'elle a, c'est qu'elle doit travailler avec les deux, avec le nazisme comme le communisme, et elle doit transformer cette tragédie, elle doit en faire quelque chose dans sa mémoire. Et donc vous vous adressez à l'Allemagne de manière pas positive, je dirais, mais sans aucune acrimonie. Est-ce que c'est mûrement réfléchi de votre part? Est-ce que vous n'avez aucune haine vis-à-vis de l'Allemagne? Non. Tous ces textes sont même plutôt bienveillants. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. D'abord, pour des raisons personnelles, c'est que j'ai appris l'allemand avant même d'apprendre le français, c'est-à-dire que je suis de culture allemande avant d'être de culture française. Le français, je l'ai appris à l'arrivant en France en exil à 16 ans. L'allemand, je le savais déjà. La langue allemande que j'aimais, qui était poétique ou philosophique, et que tout le monde ne parle pas en Allemagne, parce que l'Allemagne, comme vous le savez, c'est un pays où les dialectes et les prononciations locales sont très accentuées. Le Hochdeutsch, l'allemand littéraire, est parlé par tout le monde, mais pas dans la vie courante. Dans la vie courante, on parle berlinois, on parle le dialecte de Hambourg, etc. Mais l'allemand littéraire, le Hochdeutsch, est une langue qui est pour moi la langue des poètes, la langue des philosophes, et pas la langue des SS. Les SS n'ont pas de langue, ils ont une expression gutturale de commandement, ils n'ont pas de langue. Donc, je n'ai jamais mélangé, jamais confondu ça. Ensuite, peut-être parce que le fait d'être réfugié d'origine espagnole m'a fait connaître. Je comprends très bien que Paul Celan dise la mort est un maître d'Allemagne, mais pour moi, la mort est un maître aussi bien de l'Espagne franquiste que de la France de Vichy, c'est un maître universel, la mort. Les dictatures sont universelles, elles ne sont pas forcément allemandes. Enfin, il y a beaucoup de raisons qui font que je ne mélange pas les choses. Et puis, autre raison, c'est que la plupart des textes, qu'ils soient directement politiques, ou qu'ils soient philosophiques, ou qu'ils soient poétiques, que j'ai lus dans mon adolescence et qui m'ont permis de prendre des distances avec le nazisme d'abord, et ensuite de participer à une résistance, sont en allemand que je les ai lus. Marx, il n'écrivait pas en français. Heine n'écrivait pas en français, etc., etc. Donc c'est en allemand que j'ai appris les mots pour combattre la langue allemande du nazisme. C'est ça l'explication. C'est ça l'explication. En effet, je ne comprends pas, je respecte, parce qu'il faut respecter cette obsession qu'avait Yankelevitch, grand philosophe, qui ne voulait même plus entendre de la musique allemande. Bon, je ne comprends pas, mais enfin bon, c'est comme ça. Mais pour moi, c'est incompréhensible.
Pourquoi on va faire payer à Mozart les crimes de Hitler? On peut peut-être terminer sur une dernière question avant de donner les questions à la salle, sur par où nous avons commencé, sur la crise de l'idée européenne. Vous êtes un Européen convaincu, je dirais, vous êtes un Européen, vous avez d'abord été Européen par la force des choses, en quelque sorte, vous avez dû quitter votre pays natal, vous avez traversé l'Europe, vous parlez aussi bien le français que l'espagnol, et vous parlez très bien l'allemand. Aujourd'hui, on a le sentiment étrange, on le disait en ouverture, que, en quelque sorte, qu'il y a une crise très profonde, une lassitude, comme disait Husserl, de l'Europe, alors que, en quelque sorte, toutes les tâches qu'elle s'était données ont été accomplies. L'idée européenne, c'était tout de même l'idée d'une démocratie, d'une liberté sur le continent européen, de la fin de la tyrannie. C'était l'idée de sortir des deux totalitarismes et d'unir ce continent sous les auspices de la liberté. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que c'est parce que l'Europe est victime de son succès, ou bien y a-t-il autre chose de pourri au royaume de l'Europe, si je puis dire, qui fait qu'il y a ce sentiment diffus d'une lassitude profonde de l'Europe qui ne semble plus à même d'être héroïque, comme disait Husserl, et de répondre aux défis du présent? Et il n'est pas impossible que cette crise soit, sinon mortelle, du moins très très grave. Qu'elle instaure une période d'enlisement, de lassitude, même d'émiettement des valeurs principales de l'Europe. Ce n'est pas impossible. Je suis peut-être un peu pessimiste en disant ça, mais ce n'est pas impossible. Il n'est pas automatique qu'on sort de cette crise comme on est sorti d'autres crises dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, la contradiction qui existe depuis le début dans la construction européenne prend des formes plus aiguës et plus intolérables. Il y a une contradiction dès le début en Europe, à la construction européenne, entre les intérêts des États-nations et les intérêts de ce que Husserl appelait une supranationalité, qui prend des formes différentes, mais enfin, qui sont des formes incarnées parfois péjorativement ou ironiquement par Bruxelles, ça se passe là-bas, ça ne nous concerne pas, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a cette contradiction qui agit en Europe depuis le début. La volonté supranationale qui peut prendre une forme fédérale ou une forme confédérale ou une forme de collaboration, d'intégration, qui peut prendre d'autres formes, et les États-nations. Cette contradiction s'exaspère encore davantage au moment où disparaît l'Empire soviétique, parce qu'il y a beaucoup de nations qui ont été dans l'orbite soviétique de l'Europe centrale et orientale, qui, en retrouvant leur entité nationale, réveillent en même temps leur particularisme, disons. C'était inévitable. Nous avons vu l'exemple de la Yougoslavie, comme elle a éclaté, reprenant des entités nationales qui semblaient avoir été dépassées par la Confédération yougoslave sous l'égide ferme, pour ne pas dire de fer, du Parti communiste yougoslave. Ça c'est effectivement, il y a des pays, des entités nationales qui sont organisées, et c'est un processus inévitable. Donc, il y a cette contradiction qui joue, et qui joue aujourd'hui d'une forme différente, parce que il y a toute une frange de l'opinion européenne souverainiste qui peut être de gauche ou de droite, même si la majorité de cette frange est de droite, elle peut aussi être de gauche. Il n'y a pas longtemps, un journaliste de gauche d'un journal de gauche comme Libération faisait un éditorial entier pour expliquer l'humiliation pour les pays européens d'avoir leur budget examiné par la Commission de Bruxelles. L'humiliation. Bon. Parce que la souveraineté populaire doit décider. Je voudrais qu'il m'explique, Laurent Geoffrin, comment la souveraineté populaire décide les budgets dans un pays démocratique, de démocratie parlementaire. Bon. Mais enfin bon, ça c'est un exemple limite.
cette contradiction-là est donc à l'œuvre plus que jamais. Des formes différentes parce que les populismes nationalistes ou souverainistes sont plus forts qu'il y a quelques années. Parce qu'il y a en effet des ratés dans la Constitution européenne, parce qu'il y a un manque d'intérêt et de pédagogie de la part des dirigeants, etc. Et le deuxième aspect, je crois qu'il a une importance capitale, c'est que la grande génération de leaders politiques européens a disparu. Il n'a pas été remplacé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'Européens aujourd'hui convaincus en Europe, mais ils ne sont pas au pouvoir. Où sont les Kohl? Où sont les Helmut Schmidt, les Giscard d'Estaing, les Mitterrand? Je ne dis pas, je ne prends pas parti, mais ce sont des gens aussi bien de droite que de gauche, les Felipe González, mais c'était des Européens. Où est la génération européenne au pouvoir aujourd'hui? Aujourd'hui, les générations au pouvoir, on le voit avec la chancelière allemande ces temps-ci, sont plus sensibles aux voix souverainistes qu'avant. Cet extraordinaire effort de l'Allemagne qui a tant sacrifié pour l'Europe, parce qu'elle a sacrifié sa monnaie. Le Deutschmark, c'était, je sais pas, quand on connaît l'Allemagne et qu'on connaît ce que représentait le Deutschmark, cette monnaie forte, comparable au dollar, comme symbole de la renaissance d'une Allemagne démocratique après les guerres, les massacres et le nazisme et toutes les conséquences que ça a eu, ils ont sacrifié le Deutschmark pour l'euro. Enfin, ils ont fait beaucoup de sacrifices, ils n'en font plus maintenant. Ou ils le font, ils rechignent à le faire. Donc, parce qu'il n'y a pas de leader charismatique qui le dit, explique aux Allemands, nous devons continuer à être démocrates et européens, etc. Je ne veux pas parler de la politique française, c'est discourtois de la part d'un étranger de parler de la politique française, mais les mérites incontestables d'activisme et d'énergie du président français ne sont pas forcément pour construire l'Europe, mais pour construire une Europe qui ressemble à la France. C'est l'exportation de l'idée française en Europe. C'est pas... Moi, je cite toujours une phrase qui me paraît admirable. C'est un peu chauvin de le dire parce que je veux parler d'un dirigeant politique espagnol, c'est Felipe González, qu'au retour, à l'époque, j'étais sous-ministre de la Culture, au retour d'une réunion du Conseil européen, à Bruxelles ou ailleurs, dans une conversation privée, je lui dis alors comment ça marchait cette réunion. Il a eu cette phrase: pour nous, très moyen, pour l'Europe, formidable. Il était capable de distinguer dans les résultats d'une Union européenne ce qui était bon pour l'Espagne, qui n'était pas tellement notable, et qui était bon pour l'Europe. Parce qu'il peut y avoir contradiction, bien entendu qu'il peut y avoir contradiction entre les intérêts immédiats d'un pays et les intérêts de l'Europe, à long terme. Et bien sûr, il y a contradiction. On n'assemble pas 27 pays sans qu'il y ait des contradictions. Alors aujourd'hui, qui va donner à ces 27 pays une idée qui remplace de façon positive cette solidarité négative qui était construire l'Europe contre le passé du fascisme et contre le présent du totalitarisme soviétique qui occupait une partie de l'Europe. C'était un motif très fort. La réconciliation franco-allemande, qui paraît aujourd'hui tellement banale et qui pour les jeunes ne pose pas un problème, est un événement historique qui ne s'explique que par cette source, cette racine. Nous avons construit, nous Allemands, nous Français, nous avons construit, nous avons été les premiers, mais nous avons aidé à construire l'Europe parce que nous voulons effacer ce passé et effacer ce présent de menaces totalitaires. Nous avons construit l'Europe. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça la même chose parce qu'on ne peut pas rappeler aux jeunes « Ah, mais il y a 60 ans... » Non, il faut leur donner d'autres motifs. Et qui leur donne? Qui est capable de donner de l'illusion, de l'âme, de l'intérêt à une Europe qui semble une vieille machine bureaucratique, parfois rouillée et parfois très efficace? Qui le fait? Donc c'est pour ça, ces deux facteurs, l'exaspération d'une crise normale et habituelle de contradiction entre État-nation et supranationalité, et l'absence, j'espérons que provisoire, d'une grande génération de politiques. Où sont les Delors, où sont les González, où sont les Kohl, ils sont plus au pouvoir.
Merci Georges Champrin. On va maintenant donner la parole à la question dans la salle. Et vous pouvez lever la main si vous voulez poser une question. Ah, voilà. Levez-vous, madame, si c'est possible. Oui, merci pour votre conférence. Je voudrais savoir, selon vous, quelle forme aujourd'hui pourraient prendre les transcendances qui pourraient nous aider à lutter contre le mal, puisque l'idéologie communiste et la croyance en Dieu sont plus réduites. J'aurais du mal à vous répondre et à vous donner comme ça un échantillonnage d'idées transcendantes qui puissent mobiliser les jeunes générations. Je crois que d'un côté c'est extraordinairement positif. Je crois que la disparition du grand idéal, pour simplifier, disons, révolutionnaire ou communiste, la disparition est un fait positif de l'histoire du XXe siècle et va l'être du XXIe siècle. Il est évident qu'il y avait là une médiatisation, une instrumentalisation souvent des choses, et que donc aujourd'hui c'est positif. Il y avait une expression qui a été forgée par un marxiste italien qui était un type remarquablement intelligent, qui s'appelait Antonio Gramsci et qui est mort en prison sous Mussolini. Il avait théorisé l'existence d'une couche d'intellectuels organiques de la classe ouvrière. C'était un concept qui a pris force, qui a pris de l'influence dans les années 50 en Europe, même s'il avait été rédigé dans les années 30 par Gramsci. Et je crois qu'il faut le considérer aujourd'hui comme néfaste. Moi, je m'amusais à dire aux amis français qu'en Espagne, à l'époque de Franco, les théoriciens du franquisme, même le franquisme a eu des théoriciens, minables mais théoriciens, et essayaient de démontrer que la démocratie parlementaire, ce qu'on appelle la démocratie, était une démocratie inorganique. Que la vraie démocratie organique, c'était le franquisme, c'est-à-dire un régime autoritaire, etc. Eh bien, moi, je pense que nous devrions nous féliciter d'être des intellectuels inorganiques, c'est-à-dire des intellectuels qui ne sont pas soumis ou qui ne se soumettent pas volontairement aux dictats et aux idéologies d'un parti communiste ou d'un parti révolutionnaire quelconque, mais qui ont un lien direct avec l'événement et qui ont un engagement dont ils savent parfaitement qu'il ne peut pas être total et absolu, qu'on ne s'engage pas pour des causes parfaites, parce qu'il n'y a pas de cause parfaite, qu'on s'engage pour des causes imparfaites. C'est d'ailleurs un théoricien juif allemand converti au catholicisme du groupe Esprit, Paul-Louis Landsberg, qui dans la revue Esprit de l'année 37 a pour la première fois écrit la défense de l'engagement pour une cause imparfaite, pour limiter justement le risque de l'engagement total, de l'engagement aliénant, de l'engagement aveuglé et aveuglant. Bon. Donc, félicitons-nous que ça a disparu d'une certaine façon. Ça pose des problèmes évidemment tout à fait différents, ça pose des problèmes de responsabilité tout à fait différentes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas, et ça a un côté positif, on ne peut pas dire comme pour, je sais pas, les troupes coloniales, engagez-vous, engagez-vous, non. Qu'est-ce qu'on peut offrir? L'Europe pourrait être une cause d'engagement politique, mais il faudrait un tel travail pédagogique, un tel travail de politique au vrai sens du mot, profond, pas politicien, pour que l'Europe devienne... Moi, je trouve personnellement que l'objectif de faire de 27 pays beaucoup plus qu'un un amalgame d'États-nations, de faire vraiment une unité organique avec une vue commune sur l'avenir du monde et qui mette en pratique cette réalité
qui avait été prononcé par la Commission de Bruxelles il y a 10 ans. La seule limite, la seule frontière de l'Europe, c'est la démocratie. Bon, mettons ça en pratique. Il n'y en a pas. Enfin, ça, ce serait une transcendance politique à offrir aux jeunes. Je ne vois pas comment on peut le faire. Je crois que vraiment aujourd'hui, il faudrait essayer de propager une éthique et une politique de la résistance, pas dans le sens évidemment des occupations, mais dans le sens de la résistance au monde tel qu'il va et tel qu'il va. Pas parce que je finirai là-dessus. Il est absolument évident et clair, mais on ne peut pas en faire une stratégie politique facilement, que l'échec du communisme, de cette idée de révolution, l'échec sanglant, parfois sanguinaire, et l'échec dont il faut se féliciter, enfin maintenant, il faut en tirer les conséquences, ne veut pas dire pour autant que le monde où nous vivons est vivable pour tous les citoyens de ce monde. Il est évident que non. L'échec du communisme n'empêche pas que l'injustice et l'inégalité progressent dans cet univers que nous vivons. Le problème, la leçon de cet échec-là, c'est que ce n'est pas avec ces méthodes-là qu'on peut améliorer la société et la changer. Il faut inventer de nouvelles méthodes, mais ça, c'est tout le problème de la gauche européenne. Et c'est pour ça que moi je profite comme ça le biais pour répondre à une autre des questions. C'est pour ça que moi je suis très sceptique par rapport à l'hypothèse communiste telle que la manipule ou la manie des philosophes comme Badiou. Bien sûr, on peut changer on peut changer très profondément. Vous avez devant vous quelqu'un qui a radicalement changé, qui a été obligé de se détruire pour se reconstruire. C'est une autre histoire. Mais ce n'est pas l'hypothèse communiste dont il parle Badiou. Il parle de l'hypothèse léniniste. Et ça non, merci. Il y a dans le communisme de Marx des choses qui seront toujours valables parce qu'elles sont éternelles. Mais il y a dans le communisme de Lénine, il n'y a rien de valable. Rien de valable. Et c'est Lénine que Badiou veut ressusciter, ce n'est pas Marx. Je voudrais qu'on redouble les remerciements à Georges Champrin en vous disant signalement ceci, que Georges Champrin prend demain le train se lève à 6h du matin pour rentrer à Paris parce qu'il tourne un film en Allemagne demain après-midi et que donc il a maintenu son engagement à être présent ici. Je voudrais le remercier doublement ainsi que Maxime Catroux qui l'a accompagné pour venir ce soir. Merci beaucoup.